Eh bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue pour cette dernière session de Python Rennes de l'année 2024 qui va parler de benchmarking et de profilage grâce à Michel qu'on va voir dans quelques instants. Alors, avant les actus Python, sachez qu'il y a un site qui s'appelle rennes.tech qui existe et qui affiche les prochaines sessions des différents meet-up techniques de Rennes. Et donc, il y aura notamment jeudi prochain, le même soir, le jeudi 12, un quiz de Noël organisé par Mobile Rennes chez Léo Kerr. Présente-moi ton pipeline CI/CD chez Dev Machine. Ouais. Et Rennes.js qui parlera, où là il y aura plusieurs présentations, une sur un retour, pas d'expérience, mais sur la panne qui a été causée par CrowdStrike, Angular en 2024 et le Test Driven Development appliqué au front-end chez Zenica Rennes. Le mardi 17 décembre, Software Crafters Rennes proposera un atelier de mob programming ici, chez Oxeo, qu'on remercie au passage d'accueillir le Meetup Python Rennes ce soir. Et le mardi 21 janvier 2025, il y a l'Assemblée Générale de Agile Rennes à la Maison des Associations. Alors, la communauté Python Rennes, 400 membres aujourd'hui, en 3 ans. Donc ça grandit, c'est chouette. Voilà, sachez qu'il y a un Slack Python Rennes où on partage notamment des actualités, mais aussi il y a des canaux sur l'entraide, sur des problèmes techniques, sur des tests, sur des offres d'emploi. Voilà, donc on est 85 personnes dessus. Et il y a un compte X Twitter avec 91 personnes abonnées. Alors à venir, s'il y a des volontaires, notamment pour les animer, on envisage la création d'une page LinkedIn et l'animation d'un compte Blue Sky. Voilà. C'est plus ou moins dans les tuyaux. Voilà. Alors, justement, sur le canal Quad 9, on partage quelques actualités. Donc, je vais récapituler celles qui ont été partagées depuis le 10 octobre dernier, où il y avait la session précédente. Donc, concernant l'écosystème Python, pour attaquer dans le thème de la soirée, il y a notamment un benchmark de performance entre Python 3.12 et 3.13 qui a été proposé, qui a été partagé là. Il y a une autre page de blog qui parle des nouveautés de Python 3.13 dont on ne parle pas, dont je ne peux pas vous dire grand chose parce que quand j'ai voulu y accéder, j'avais un problème de certificat. Donc le réseau de mon employeur ne me permettait pas d'y accéder, mais je vous encourage à aller voir. Sinon, GitHub a partagé le fait que Python était le langage le plus utilisé dans les projets open source qu'il héberge. Une autre bizarrerie, un article qui présente une méthode pour exécuter du Python directement dans la RAM plutôt que dans le CPU. Et un article sur TypeDict qui est une abstraction que je ne connaissais pas dans la bibliothèque standard de Python, mais ça permet on peut hériter de TypeDict et déclarer des clés, des noms de clés du coup, leur type, et puis le nom des clés et les valeurs. Du coup, ça permet un peu de caractériser un dictionnaire qu'on va manipuler. Et ça permet notamment de gérer, quand on veut faire du patch d'objets, on peut faire du coup la différence entre une clé manquante et une clé présente mais avec la valeur non associée. Voilà, donc ça peut donner des... Voilà, c'est quelque chose qu'on peut pas... c'est une différence qu'on ne peut pas avoir avec des classes classiques. Une page qui présente la compatibilité de différentes bibliothèques avec les capacités de free threading de Python 3.13, donc avec la suppression optionnelle du Global Interpreter Lock. Voilà. Donc quand on parle de bibliothèques, eh ben, il y en a différentes qui ont été proposées, qui ont été communiquer sur le canal. Donc notamment un service web ClickPy qui permet d'avoir des métriques de téléchargement, de popularité en fait de paquets sur PyPI et aussi sur les dépendances. Enfin voilà, c'est quand on se pose des questions, bah tiens, j'aimerais bien utiliser telle bibliothèque, j'ai repéré celle-ci et celle-là. Bah, en allant sur ce site, on peut avoir un peu des métriques sur la fiabilité ou la popularité du projet.
Un point plutôt cybersécurité, mais qui était appliqué à la supply chain de projets Python. Il y a une nouvelle démarche qui commence à se populariser dans la création un peu de chevaux de Troie dans les projets Python ou de semblants de bibliothèques vont surcharger en fait l'appel à des commandes Linux classiquement installées. Donc on croit que notre programme lance par exemple telle commande et en fait il va lancer le cheval de Troie. DBoss, qui est un outil qui permet d'orchestrer des exécutions de fonctions et éventuellement de les déplacer d'un endroit à un autre. Et donc voilà, ça passe par une base Postgre qui mémorise un peu tout ça. Donc ça, c'est un peu pour gérer de la scalabilité et de la résilience. Deux actualités sur Astral, la compagnie qui est derrière les projets Ruf et UV, qui reprend en charge la maintenance de la distribution Python qui s'appelle Python Build Standalone, qui permet en fait d'avoir un binaire Python, un interpréteur binaire Python avec toute la bibliothèque standard, sans avoir besoin de l'installer sur le système. Et un article qui présente quelques bonnes pratiques de l'outil UV qui permet de gérer des dépendances d'un projet ainsi que la version de Python nécessaire au projet. Alors, quelques actus sur des bonnes pratiques justement de programmation. Donc une conférence qui a déjà une bonne dizaine d'années de Jack Didrich qui propose une session qui dit voilà, arrêtez d'écrire des classes pour faire n'importe quoi. Voilà, notamment un des messages clés, c'est que si votre classe n'a que deux méthodes, dont une qui est init, bah en fait sans doute que juste l'autre méthode pourrait être externalisée sous la forme d'une fonction. Des pratiques sur la gestion des erreurs en Python qui comparent un peu les deux approches où on y va un peu précautionneusement avec des if où on teste tout, qui est le leap before... Non, le premier L, je ne sais plus ce que c'est. Look before you leap, voilà. Regardez avant de tomber. Et l'autre qui est, je me rappelle plus de l'acronyme, qui est de on fait et puis on done for forgiveness, voilà. Qui en général on met le code et puis il y a un try catch au-dessus quelque part qui attrapera l'erreur et qui la gérera. Des pratiques d'organisation de projet en 2024, justement en utilisant tout un tas d'outils pour gérer ses dépendances, pour organiser son code. Et enfin, une application en ligne avec un peu des exercices, des petits défis Python qui sont présentés par des fonctions de test unitaires. Et il faut écrire le code de prod qui permet de les faire passer. Donc c'est assez rigolo. Quelques actualités sur l'intégration continue, développement continu, qui fait un peu suite à une session qu'on avait faite dédiée à l'intégration continue et au déploiement de projets Python. Donc j'ai remis le lien vers une session précédente que nous avions faite. Donc il y a un tutoriel vraiment détaillé de RealPython sur l'utilisation des GitHub Actions sur les projets Python. Donc voilà, GitHub a un peu son approche spécifique avec des petits modules, des composants réutilisables qui ressemblent un peu maintenant à ce qu'on peut retrouver pour les composants GitLab qui sont venus bien après. Et une extension VS Code ou Codium qui permet en fait, de tester localement son pipeline d'intégration continue dans un conteneur Docker qui est exécuté sous le capot. Quelques liens plutôt en rapport avec la manipulation de données. Donc un outil AmphiAI qui permet de dessiner des pipelines de traitement et de générer le code ou un squelette de code qui va correspondre au traitement de données qu'on veut faire. Un outil Pixelmap qui permet de lire des fichiers géographiques comme des shapefiles et de les afficher bon an mal an dans le terminal. Donc voilà, ça c'est fait en Python. Un outil dans lequel on peut sélectionner, on sélectionne une table HTML sur Wikipédia par exemple et on la copie-colle dans la fenêtre de cette application-là et on peut lui demander de générer le code qui va créer le data frame contenant ces données-là pour R et pour Panda notamment.
Un autre article sur Polars et les avantages d'expressivité et de lisibilité du code quand on veut faire des agrégations de données par rapport à Panda, où on ne sait jamais trop si on doit mettre des doubles crochets ou des choses comme ça. Voilà. Donc il y a cet avantage-là qui est souligné. Et puis le fait qu'on peut faire des choses avec Polars qu'on ne peut pas faire avec Pandas. Opterix, qui est une surcouche de manipulation de données avec une grammaire SQL qui permet de s'interfacer soit avec des bases de données effectivement SQL, mais aussi avec des données tabulaires sous forme de fichiers classiques, donc des CSV, mais aussi au format parquet ou des stockages dans le cloud. Et pour les... Donc j'ai appris en lisant cette actualité qu'il était possible d'exécuter du Python dans un tableau Google Sheets grâce à Neptune qui arrête son service en ligne mais qui propose, qui ouvre du coup sa base de code. Une dernière page d'actualité concernant différents services web et différents outils, notamment JSON Detective et JSON Memory Streaming qui permettent de manipuler des gros fichiers JSON. Le premier pour analyser la structure des données qu'il y a dans ce gros fichier et l'autre pour le parser. Un autre outil, PyFileFrag, qui permet d'estimer la fragmentation des fichiers sur le disque dur, leur état de fragmentation. Et enfin, une autre bibliothèque, FabFile, qui propose des abstractions pour faciliter le lancement de commandes via SSH. Voilà pour les actualités. Et maintenant, à toi, Michel. Merci beaucoup d'être présent ce soir pour ce Python. Merci aussi à Oxeo de nous accueillir. Je ne connaissais pas, ils ont des locaux très sympas, donc n'hésitez pas à leur rendre visite aussi. Et puis il y aura peut-être probablement d'autres Python aussi d'organiser dans ces lieux. Ce soir, on va parler de benchmarking et de profiling. Alors, moi, je suis Michel. Je travaille en tant que Lead Software and Data Engineer dans une société qui s'appelle Rocket Marketing. On a deux activités, une sous la forme d'une entité, par le biais d'une entité qui s'appelle Reach, donc qui est dédiée à l'influence marketing. Je vous ramène à un ancien meet-up qui est sur la chaîne YouTube du Brestcamp où j'avais présenté plus en détail cette activité. Et puis une autre activité, là via l'entité Rocket Links, qui est plus liée au SEO, c'est-à-dire le référencement des sites web. Et on fait partie d'un groupe qui travaille aussi d'une façon plus globale dans le marketing qui s'appelle Décuple. Alors ce soir, donc, on va parler benchmarking et profiling. On va d'abord commencer par la partie profiling, qui est la partie qui, je pense, qu'on a le plus souvent utilisée, CPU et mémoire. Ensuite, on passera au benchmarking et puis on se penchera après sur une étude de cas et puis on en tirera les conclusions. Toute la présentation que je vais vous montrer, code source, script, etc., sera disponible dès demain, je m'y engage, sur notre dépôt de source ouverte de Reach. Vous avez le lien là et puis je le communiquerai aussi sur le Slack et puis aussi au niveau du Meetup. Pour la petite histoire, c'est ce que je disais tout à l'heure en arrivant, ce Meetup, moi j'ai eu l'idée de le faire, enfin cette présentation, j'ai eu l'idée de le faire quasiment à la création du Meetup Python Rennes, il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Je me suis dit, tiens, ça serait pas mal, parce que j'avais rencontré des problèmes justement dans le cadre de notre activité chez Rocket Marketing, et donc qu'on a eu à adresser en termes de performance notamment. Puis je me suis dit, tiens, en recherchant les outils, des bonnes pratiques, je me suis dit, tiens, ce serait pas mal d'en faire un petit meet-up qui fait un peu l'état des lieux de toutes les techniques que l'on peut utiliser, les outils aussi, et puis comment on s'en est sorti. Sauf que le temps a passé, j'ai toujours rien fait, sauf que voilà, on est en décembre 2024 et maintenant on y est. Alors sachant que ce que vous allez voir ce soir au niveau du code, c'est pas le code qui avait été utilisé au niveau de ce que nous on avait en prod. J'ai remanié du code similaire, un petit peu plus simplifié, puisque le but c'est d'avoir une démonstration assez rapide et de pas trop passer de temps à attendre que nos programmes s'exécutent. Et puis voilà, c'est tout pour les slides, parce que pour la suite, on va passer sur un notebook Jupyter. Donc c'est ça que vous aurez à votre disposition avec toutes les sorties.
Je l'avais déjà fait pour un autre meet-up sur les type-int et je trouvais que finalement c'était assez pratique parce qu'on n'aime jamais trop faire des slides. Luc en fait des très beaux, mais bon, voilà. Moi, je suis moins fort là-dedans. Et puis, ça permet de dérouler en fait l'ensemble de l'exécution parce que finalement, on va avoir beaucoup d'exécutions de code, beaucoup d'exécutions d'outils avec leur restitution et le notebook se prête très bien à cet exercice. Et vous savez, j'ai bien replié tous les segments, comme ça je vais vous dévoiler que petit à petit ce dont on va parler. On va commencer par le profiling. Bon, j'ai mis une petite définition, mais je pense que tout le monde sait à peu près à quoi ça sert. Juste pour le principe, hein, c'est le fait d'aller, le profiling, c'est le fait d'aller collecter en fait des statistiques sur l'exécution de notre programme, en termes notamment de temps d'exécution, de consommation de ressources, pour savoir où est-ce qu'éventuellement on pourrait l'améliorer et éventuellement identifier des fonctions qui sont un peu plus lentes à l'exécution ou qui ont une utilisation déraisonnée du CPU, ce qui peut ne pas être un problème lorsqu'on développe, mais lorsque l'on va passer en production, par exemple, et exécuter cette fonction plusieurs fois, ça peut devenir un problème. Donc là, j'introduis aussi la notion de préparer notre code pour qu'il puisse passer à l'échelle. Mais ça peut être aussi identifier des problèmes d'allocation mémoire. Voilà. La mémoire comme le CPU sont des ressources qui sont limitées sur des serveurs. Donc il faut essayer d'être le plus économe possible à ce niveau-là. Et donc, comme je l'indiquais, hein, il y a deux choses qu'on va pouvoir profiler, soit la consommation CPU, soit la consommation mémoire. Et on va commencer par ce que l'on fait le plus fréquemment, c'est la consommation CPU. Alors, je vous ai préparé donc un premier petit script qui s'appelle perfcpu.py, qui est en fait l'adaptation, comme je le disais, d'une problématique que nous, on a eu à adresser, et qui, tout simplement, à partir d'une liste de mots-clés, va aller les rechercher dans des phrases, plus ou moins longues, en fonction de est-ce qu'on a trouvé ce mot-clé ou pas, on va pouvoir aller taguer cette phrase en disant tiens, ça c'est une phrase qui parle plus d'informatique, ou c'est une phrase qui parle plus de je ne sais pas, de biologie ou ce que l'on veut. Donc c'est une version, on va dire, très très dégradée de ce que l'on ferait aujourd'hui avec de l'IA, mais qui a le mérite de pouvoir s'exécuter de façon complètement autonome avec la maîtrise des mots-clés que l'on veut détecter. En gros, donc, on a une liste de mots-clés. Donc là, j'ai constitué une liste avec des termes qui sont plutôt associés au monde du développement logiciel et des sciences computationnelles, et des phrases que je suis allé extraire de Wikipédia, la plupart du temps, qu'on va aller analyser une par une. Et au niveau de la recherche, on s'appuie justement sur des expressions régulières, parce que là, ce que l'on veut, c'est aller rechercher exactement le mot précis, et pas une approximation de ce mot comme ce que l'on peut faire avec des moteurs de recherche par exemple. Donc on est vraiment sur un cas qui est très très simple, mais on va le voir qui, passer à l'échelle, peut poser pas mal de difficultés. Donc on a notre script qu'on exécute, et puis on aimerait bien le profiler. La première façon, le premier outil qui va nous venir à l'esprit pour profiler, il nous est livré avec Python. Python, comme on le dit, hein, est batteries included. Et donc, il y a un module qui s'appelle cprofile, qui est livré avec l'interpréteur Python, qui est assez performant, parce que c'est une extension C. Donc, il a des effets de bord qui sont assez limités, c'est-à-dire il est très peu impactant par rapport à l'exécution de notre programme, parce que c'est toujours ça quand on cherche à observer un comportement, c'est qu'on peut venir troubler l'exécution de ce programme. Et puis bien évidemment, comme tous ces outils, c'est plutôt intéressant lorsque l'on est sur des programmes à exécution très longue. Vous verrez d'ailleurs, sur l'exemple que j'ai donné, il y a un petit argument à chaque fois que j'utilise qui est count, c'est pour pouvoir répéter, en fait, boucler pour allonger la durée du programme. Parce que sur une durée très courte, il va être assez compliqué de pouvoir enregistrer suffisamment d'événements pour qu'on ait une pertinence statistique par rapport aux métriques qu'on a pu collecter. Alors il y a un autre module pour information qui est aussi livré avec l'interpréteur Python qui s'appelle Profile. Mais alors lui, il est entièrement développé en Python, donc c'est vraiment dans le cas où on ne peut pas faire tourner le module sous forme de C. Et donc du coup, il est beaucoup moins performant et il peut apporter beaucoup d'overhead. Donc on l'utilise assez peu souvent, c'est vraiment ces profiles qu'on va utiliser. Donc première commande qu'on exécute en fait
dans le terminal indirectement. Python avec le module cprofile. Là, je lui indique une petite instruction -s pour trier par rapport au temps total d'exécution d'une fonction, parce que je souhaite vraiment me focaliser là-dessus. Mon script, que l'on voit ici, et puis je récupère que les 15 fonctions les plus, avec la plus faible performance, parce que finalement, c'est ça qui m'intéresse au départ. On a donc exécuté notre script. Voilà ce que ça donne dans le terminal, et on voit de suite, parce que c'est la première ligne, que la fonction dans laquelle on passe le plus de temps, c'est la méthode search de RE-pattern. Donc là, on commence déjà à entrevoir la problématique qu'on va devoir gérer. Puis après, on voit que pour les autres, c'est complètement négligeable. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a déjà pas mal d'informations au niveau de ce module. On a le nombre d'appels, parce que en fait, finalement, une fonction peut être très très rapide individuellement, mais si elle est appelée 100 000 fois, en fait, va représenter l'essentiel du temps d'exécution. Le temps total passé du coup dans la fonction, c'est par rapport à cet indicateur que j'ai souhaité effectuer mon tri, parce que finalement, il résume bien en fait ce que je souhaite, les problèmes de performance que je souhaite identifier. Et puis ensuite, d'autres informations comme des pourcentages d'appels ou le temps cumulé. Mais moi, en tout cas, personnellement, c'est avec le temps total que je travaille généralement. Et là, déjà, on voit de suite que sur notre script, on a identifié le problème que l'on va devoir éventuellement avoir à résoudre. Donc c'est bien cette méthode-là, et je vous ai mis en évidence cette première ligne. Ça, c'est déjà super sympa, et la plupart du temps, en fait, ce module, il suffit. Pour faire du profiling, on n'a pas besoin d'autre chose. C'est livré, on peut l'exécuter depuis n'importe où, donc finalement, c'est assez pratique. Parfois, pas quand même, surtout lorsque l'on a des fonctions qui sont un petit peu grandes, on va dire plusieurs dizaines de lignes, et que la performance, le problème de performance ne tombe pas juste sur une ligne, mais en fait est distribué de façon uniforme sur la fonction, on aimerait bien avoir une information un peu plus détaillée et avoir quelque chose ligne par ligne pour l'intégralité d'une fonction. Et là, du coup, on va introduire ce qui, cette fois-ci, est un module que l'on doit installer avec du pip install. Donc, à chaque fois, je vous ai mis le lien vers le projet GitHub, et ça se retrouve aussi sur PyPy, et qui va nous permettre, comme son nom l'indique, d'effectuer du profilage ligne à ligne. Par contre, il y a une contrainte, c'est qu'on doit modifier notre code. Pas très compliqué en soi. Donc du coup, on importe le module Line Profiler, on rajoute sur la fonction qui nous intéresse, fonction par exemple qu'on aura identifiée avec le module cprofile juste avant, on met ce décorateur, et ensuite on a juste au niveau de bash à exécuter notre script comme on le ferait normalement, avec en plus une petite variable d'environnement qui s'appelle lineProfile égale 1, ce qui veut dire que par défaut, en fait, notre décorateur ne va pas être activé, ça va juste être un passe-plat. Et ce qui fait que derrière, à l'issue de l'exécution, ça va déjà nous sortir un mini-rapport, un peu comme ce que l'on avait tout à l'heure. Surtout, ça va nous générer un fichier, un rapport de profilage qui s'appelle profileoutput.lprof. Bon, on voit déjà que là, on a à peu près les mêmes informations que ce que l'on avait tout à l'heure. Mais là où ça devient intéressant, c'est que si ensuite, je rappelle à nouveau ce module, mais cette fois-ci en lui passant le rapport de profilage qui a été utilisé, hop, il va me sortir un rapport un petit peu plus détaillé. Il a identifié en fait deux fonctions, parce que ce sont les deux pour lesquelles j'avais les décorateurs, sur lesquels il y a un problème. Bon, là c'est celle qui génère l'expression régulière, donc ça ne va pas nous apporter grand-chose. Et là, par contre, au niveau de l'autre fonction, on voit que c'est une fonction qui ne fait que 2 lignes, mais on a un rapport ligne à ligne avec le temps exécuté. Avec en plus, je vais essayer de tout faire apparaître sur l'écran en même temps. Voyez, on a plusieurs colonnes. On a notamment %time qui nous indique le pourcentage passé sur cette ligne. Et là, encore une fois, on voit que c'est bien sur regex search qu'on a le problème. Donc, je vous laisse imaginer avec une fonction un petit peu plus étoffée. L'apport de ce module, c'est que du coup, on va avoir un rapport ligne à ligne, donc c'est aussi assez intéressant, que ça soit pour aller essayer d'investiguer dans notre code, mais même dans un but éducatif. Par exemple, si on apprend à un développeur junior, tiens, voilà, cette méthode-là, il est mieux de procéder comme ci que comme ça. Donc avec quelques informations ici, dont je vous ai mis le résumé. On voit que là, pour l'instant, on a des outils qui sont assez simples,
qu'on utilise à partir de la ligne de commande, ça manque un peu de data vise. C'est-à-dire que le terminal, c'est bien, mais des fois, on a besoin de communiquer à une audience exigeante, comme celle qui est en face de moi ce soir, et donc on a besoin d'un outil un peu plus visuel. Et donc, on va faire un premier pas de côté par rapport aux outils de visualisation, par rapport à ces rapports de performance que l'on a générés. Le premier outil, qui est vraiment, moi je trouve très sympa, il s'appelle SnakeVise. En fait, SnakeVise, il fait juste que de la visualisation, c'est-à-dire qu'il va aller prendre les rapports de profilage tels qu'ils ont été générés par différents modules de profilage, par exemple cProfile, que l'on a vu en premier, et il va nous les visualiser. Alors là, par contre, je ne l'avais pas fait tout à l'heure, lorsque je profilais mon code. Donc là, on va réexécuter le même code, avec cette fois-ci un argument supplémentaire -o, qui va me donner le chemin de mon rapport de profilage. On voit que sur le temps d'exécution, on est toujours aux alentours de 6 secondes, hein, donc ça ne va pas bouger pendant un moment. Et puis ensuite, on a juste appelé la commande SnakeVise, donc encore une fois, c'est pip install SnakeVise hein, pour en bénéficier, avec notre rapport, qui va s'afficher là, avec des belles couleurs. Donc de suite, c'est beaucoup plus attrayant, on a beaucoup plus envie d'optimiser notre code. Ici, on va introduire différentes notions. Ce que l'on voit ici, cette visualisation, c'est ce qu'on appelle un flame graph, donc un peu comme des flammes. Et la façon de le lire, c'est que plus un rectangle est large, plus il prend de temps à s'exécuter. Alors, bien évidemment, on est avec un principe de call stack. Donc, il faut, si on est sur le rectangle de plus haut niveau, oui, c'est lui le plus large et il prend toute la largeur de notre écran, c'est normal, c'est l'ensemble de notre programme. Mais ce qu'il est intéressant de voir, c'est qu'au fur et à mesure qu'on descend, on va arriver sur méthode search, qui se trouve ici. Tout ce que l'on voit à côté, en fait, c'est toutes les petites exécutions d'import de modules, ce genre de choses, donc qui n'ont pas beaucoup d'intérêt. C'est pas forcément chronologique. Ce n'est pas du tout chronologique. Excellente remarque, Luc, et d'ailleurs je l'avais mis dans mon notebook Jupyter, mais heureusement que tu me le rappelles. C'est que ce n'est pas du tout chronologique, la flame graph. Le but, c'est vraiment d'attirer l'œil sur qu'est-ce qui ne va pas au niveau de mon code. On peut même un petit peu zoomer hein, si on veut, parce que, par exemple, tout le travail précédent ou les appels successifs de fonctions ne nous intéressent pas. Bon, ce que l'on voit au final, c'est que 5,87 secondes sont passées dans l'exécution de ce code. Voilà, on peut revenir où on veut au niveau de la call stack. Et puis on a aussi ici un petit tableau que l'on peut trier, où l'on retrouve à peu près le même type de visualisation que ce que l'on avait dans notre terminal. Je vais l'arrêter. Voilà. On voit que les couleurs, par contre, ne sont pas systématiquement les mêmes. Je n'ai pas réussi à déterminer pourquoi, mais bon. L'essentiel, c'est d'avoir l'information. Je vous ai mis ici quelques petits pense-bêtes pour après le meet-up, pour vous indiquer ce qui nous intéresse. Donc, comme on le disait, plus c'est large, plus ça prend de temps. Donc là, on est quelque part dans un cas idéal, parce qu'il y a un bloc qui est large, au détriment de tout le reste. Donc, généralement, c'est la bonne situation pour se dire « Ok, je vais pouvoir me focaliser là-dessus ». Quand on a plein de blocs de même taille, là, ça peut être un petit peu plus compliqué au niveau de l'optimisation du code. Je vous ai indiqué les liens aussi sur... Il y a une explication très détaillée sur le site de SnakeVise qui indique comment interpréter le résultat, qui va beaucoup plus en profondeur par rapport à ce que je viens de vous dire. Ce qui est intéressant avec SnakeVise, qui est donc un outil que de visualisation, c'est qu'il sait accepter des résultats de différents modules. Et Line Profiler qu'on a vu tout à l'heure est aussi capable de générer des rapports pour les afficher dans SnakeVise. Donc on voit bien que ces deux outils sont assez complémentaires. Mais ce n'est pas fini. On a vu que d'un côté on avait des outils de profiling, de l'autre des outils de visualisation. Mais en fait il y en a un qui s'appelle PySpy qui propose les deux. Donc c'est encore mieux, parce qu'on n'a qu'un outil à installer. Donc, toujours, pip install PyPy. Et donc, c'est toujours du profiling CPU. Et donc, que l'on appelle comme suit, qui va nous générer cette fois-ci un fichier CSV, pas CSV, SVG, pardon, que l'on va découvrir ensemble ici. Alors, moi, personnellement, je le trouve un petit peu moins joli visuellement, mais quelque part, il apporte exactement la même information. À savoir qu'on a nos flame graph et on peut aller naviguer et voir exactement où se situe
le problème dans notre code avec des informations sur voilà, le pourcentage de temps passé, etc. Mais ce n'est pas tout concernant PySpy, parce que là où c'est intéressant, c'est que contrairement aux autres profilers, PySpy ne s'exécute pas dans le même processus que notre programme. Et donc va générer beaucoup moins d'interférences. Ce qui en découle de ça aussi, c'est que du coup, on peut aller s'attacher à des programmes existants, y compris en production. Alors, certains diront que c'est pas bien d'évaluer de la perf en production, mais parfois on arrive dans des situations où il y a beaucoup de cas en fait qui sont liés. Nous, on a ça pas mal chez Rocket Marketing, c'est qu'on a du code qui s'exécute bien comme ça, et puis en fait c'est la donnée qui va devoir ingérer. Qui va en fait déterminer les performances d'exécution du code. Et donc parfois, il n'y a qu'en production où on peut vraiment se rendre compte de ce qui se passe. Un tel outil permettra justement d'aller se greffer sur un process existant. Il y a des commandes qui permettent d'aller s'attacher à un process, de faire du record ou du dump, ce genre de choses, pour de l'analyse ultérieure. Donc ça, c'est aussi un outil qui est très pratique pour ça. Et du coup, on lui pardonnera d'avoir des couleurs un petit peu moins jolies. Il y a un autre outil qui permet aussi de faire du profiling CPU et avec de la visualisation, c'est PyInstrument. Encore une fois, pip install, PyInstrument, vous connaissez maintenant le principe. On voit à chaque fois, c'est des lignes de commande qui sont assez simples. Alors il y a plein d'arguments supplémentaires, mais là j'ai voulu rester volontairement assez simple. Donc on va aller exécuter notre module avec notre programme et on a une sortie en mode texte. Bon là vous excuserez, le notebook ne rend pas bien l'ASCII art qui est ici, mais ça c'est pas trop grave parce que l'essentiel de l'information est ailleurs. Là on voit qu'on a déjà quelque chose d'assez élaboré même si on est dans le terminal avec tout un arbre et que le problème encore une fois, de toute façon il est toujours là jusqu'à ce qu'on le solutionne, il se trouve dans notre pattern search, avec quelques autres informations par rapport à la durée, etc. Donc c'est assez sympa. Et bien évidemment, on peut aussi lui demander d'aller générer de l'HTML. On était en renderer texte ici. Là maintenant, on est en renderer HTML avec un fichier destination. Je vais essayer de zoomer. Voilà, ça va être beaucoup mieux. Où là, on a un rendu qui est en fait à peu près similaire, mais qui permet quand même d'avoir une navigation un peu plus dynamique. Bon, on voit que là, les parties qui sont négligeables dans ce que l'on souhaite profiler sont automatiquement cachées. On a aussi des options ici pour avoir par exemple le temps en valeur absolue, donc en secondes, ou en pourcentage d'exécution. Quelques autres petites choses qui sont plutôt sympas. Donc un outil aussi qui est assez sympathique. Je vais maintenant passer à une deuxième partie visualisation. Donc là, on va revenir sur les outils qui permettent juste de la visualisation. Et celui-ci s'appelle Speedscope, qui est aussi qui permet de visualiser en fait des rapports sous forme de flame graph et qui s'interface aussi bien avec PySpy que PyInstrument. Donc on voit qu'à tout cet écosystème, il y a quand même des formats, des standards qui sont mis en place au niveau des rapports et qui permettent donc on peut utiliser après en fonction de nos goûts l'un ou l'autre. Donc là par contre, j'indique à PySpy de me générer un rapport, mais cette fois-ci au format Speedscope, parce que par défaut, c'est un autre format qu'il utilise. On va lui laisser terminer son exécution. Et si je retourne dans Speedscope, donc là, je suis dans PySpy, hop, je l'ai ici. Voilà, c'est celui-ci. On arrive donc avec une interface assez bien travaillée qui permet en plus d'aller zoomer, etc. Donc on voit toujours que c'est dans Search Corpus qu'on a notre problème, avec une façon d'apprendre l'information qui est assez élégante, je trouve, notamment lorsqu'on a des exécutions assez longues. Bon, ce n'est pas le cas ici, mais voilà, on peut aller zoomer, se mettre sur la période qui nous intéresse. Donc ça, c'est pas mal aussi, notamment, souvenez-vous, avec PySpy, on peut s'attacher à un process pour existant. Donc, on peut, par exemple, avoir une session qui va durer plusieurs minutes. Il sera aisé ensuite, avec Speedscope, d'aller zoomer juste sur la partie qui nous intéresse. Autrement, toujours le même principe de flame graph.
Donc on voit qu'on a pas mal d'outils au niveau profiling CPU, aussi bien pour le profiling que pour la visualisation. On va passer maintenant au profilage mémoire. Ça, c'est des choses qu'on a peut-être un peu moins l'occasion de faire, ça dépend en fait, mais qui s'avèrent aussi très pratiques lorsqu'on arrive à être confronté à ce type de problématique. Là, je vous ai écrit un autre script, pareil, qui est une adaptation de ce à quoi on avait eu à faire face, et dont je vous montrerai d'ailleurs un rapport tout à l'heure. Donc là, c'est le script que j'ai appelé perfmemory. Et en fait, il effectue plusieurs choses. Alors, il y a des infos de log, comme ça va nous permettre le suivi beaucoup plus aisé de son exécution. Il y a d'abord la création d'une collection, mais en évaluation en lazy, avec l'opérateur yield. Vous connaissez tous, hein, Luc nous l'avait présenté, je crois que c'était la première session du Meetup Python Red, justement. Ensuite, cette collection, on va la matérialiser. On va aller la sauver sur le disque, au format JSON. On va libérer notre collection. Je pense que vous connaissez, hein, mais le fait d'appeler un objet égal à none, en fait, ça va déclencher l'invocation du garbage collector qui va prioriser le fait d'aller libérer la mémoire. Bon, j'ai mis des petites slips de 1 seconde pour on arrive quand même à bien distinguer les différentes périodes. Ensuite, cette collection, on va aller la recharger depuis le disque. Et puis, on va à nouveau la réaliser. Donc voilà, programme assez simple, c'est typiquement ce que l'on a à adresser comme problématique généralement lorsque l'on doit générer des données qu'on va ensuite persister et recevoir un petit peu plus tard. Et l'outil qu'on va utiliser pour ça, alors il y en a un peu moins que pour le CPU, mais celui-là en fait il est très bien, c'est Memray qui permet justement d'aller effectuer cette analyse. Et donc, vous avez la commande ici, hein, Memray run. On lui indique la ligne de commande du script à analyser et puis l'emplacement de notre rapport d'analyse. Donc là, on voit que notre programme s'exécute. Ce n'est pas qu'il est long en soi, hein, c'est qu'il y a des slips qui justement permettent de différer un peu l'exécution. Donc on a vu là nos informations de log et on a notre rapport qui est généré. À partir de ce rapport, maintenant, je vais lui demander de me générer un rapport visuel quelque part. Là, moi, j'aime bien les flame graph. Donc, on va lui demander de générer un rapport flame graph avec Memray flame graph et on lui passe en entrée le rapport qui a été généré. Et ensuite, on va aller l'afficher à l'écran. Donc maintenant, vous connaissez le principe. Hein. Là, c'est pas plus c'est large, plus ça prend du temps, mais plus c'est large, plus ça a alloué de la mémoire. Donc même principe de lecture, donc c'est ça qui est pas mal aussi avec ce standard de visualisation de flame graph. Et là on a notre call stack, donc comme le soulignait Luc tout à l'heure, il n'y a aucune relation au niveau du flame graph en allant de gauche à droite, hein. Là ça ne veut rien dire. Par contre c'est en allant de haut vers le bas où on peut voir que c'est cette fonction-là qui prend de la place. Alors elle est un petit peu bas niveau, mais si je remonte, j'ai loaded égale load collection. Donc, c'est au niveau de la lecture de mes données depuis un fichier disque que je vais occuper le plus de mémoire. On voit aussi que Save Collection prend un peu de place, mais enfin, rien à voir avec Load ici qui occupe quand même 14 mégas. Bon, là, c'est pour l'exemple, hein, mais ce qui représente l'essentiel de la mémoire, parce que si on prend la proportion de notre flame graph par rapport à la largeur de l'écran, on voit que c'est là où est le problème. On peut déjà regarder un petit peu plus à l'intérieur ce qui peut se passer. On voit vraiment que le problème se trouve au niveau de la transposition JSON, en fait. Il y a autre chose qui est très intéressante avec flame graph, c'est que j'ai ici en fait un rapport temporel. C'est vrai que l'allocation mémoire, des fois, ça peut être des problèmes de dérive. C'est-à-dire, c'est pas d'un seul coup j'ai un pic, c'est progressivement, j'alloue de la mémoire, et puis je la libère pas. On le voit d'ailleurs ici, parce que si vous vous souvenez, on commence par créer une collection lazy evaluation. Bon, en fait, elle fait rien tant qu'on l'interroge pas. Mais vu qu'on va la matérialiser avec un list, on va d'un seul coup, en fait, aller allouer tous les objets qui se trouvent fournis par cette liste. Et donc, c'est ce que l'on voit ici, avec cette courbe qui progressivement augmente.
Au passage, vous avez deux courbes, parce que ça, c'est en orange, c'est la mémoire réelle, telle que demandée par Python, et puis en bleu, c'est de la mémoire supplémentaire, en fait, parce que l'interpréteur voilà, surprovisionne toujours un petit peu plus pour éviter la fragmentation mémoire aussi. Donc on voit qu'on a la matérialisation. Là, on a un premier petit pic, qui est la sauvegarde. Et si vous vous souvenez, après, on a fait un collection égale none, et là, on voit que de suite, effet immédiat, on revient au niveau presque initial de la mémoire. Bon, ça, c'est la durée de notre sleep, donc on a à peu près 1 seconde. Et la matérialisation, c'est-à-dire, enfin pas la matérialisation, le chargement, là de suite on voit qu'il y a un pic mémoire d'un seul coup. Et comme derrière, je le supprime à nouveau, c'est tombé. Donc ça permet d'identifier les différents points d'optimisation qu'on peut avoir, et que notamment, voilà, souvent le chargement, ça peut représenter, constituer un problème. Donc là, même principe, hein, plus c'est large, plus ça occupe de la mémoire. Voilà, en gros, puis on voit que c'est sur le load collection qu'il y a un problème. Je vous ai mis un petit résumé ici avec les différentes étapes. Il y a d'autres commandes hein, qui, là, sont plus orientées CLI, qui vont nous permettre d'afficher à peu près les mêmes informations, mais cette fois-ci au niveau du CLI. Et il y en a une qui est intéressante, et celle-là, je vais vous la montrer. Qui permet en fait d'effectuer une analyse live d'un script qui est en train de s'exécuter. Alors pour les besoins de la démonstration, j'ai rajouté un argument loop sur mon script qui, une fois que les 6 étapes sont terminées, on recommence. C'est juste pour pouvoir vous montrer visuellement ce que ça donne. Et donc là, on a une super interface avec donc le programme qui est en train de s'exécuter. Ici, on voit en fait l'occupation mémoire, donc on voit qu'à chaque fois ça augmente, ça redescend, ça augmente pour le chargement, ça va redescendre, et ainsi de suite, et on va reprendre les choses, et puis on peut voir en live quels sont les modules en fait qui occupent le plus la mémoire. On peut à un moment effectuer une pause, par exemple, si on veut pouvoir se concentrer à un endroit ou à un autre. Et puis, alors, là l'écran est trop grand parce qu'il a zoomé, mais voilà. On peut même aller directement sur le fichier qui nous intéresse. Si à un moment on a intercepté, voilà, c'est à ce moment-là qu'il y a une allocation mémoire, je clique dessus pour de suite aller voir ce qui se passe plus en détail. Est-ce qu'il y a une option pour justement se limiter aux fichiers que nous on a écrits, de pas aller... Ouais, tout à fait, il y a des options, d'ailleurs sur tous les profilers. Alors oui, je répète la question, c'est de savoir s'il existe une option, s'il existe une option pour justement se limiter au code que l'on a écrit et pas au module que l'on a importé. Très bonne question, et j'ai oublié de le mentionner, mais c'est le cas d'ailleurs pour tous les outils où on peut ignorer les modules, les imports système, les modules qui ne nous intéressent pas. Parce que c'est vrai qu'autrement, on peut se perdre dans du détail, alors qu'on sait déjà que notre problématique est peut-être isolée à tel endroit. Pof. Donc, voilà, fonctionnalité assez sympathique aussi de Memray. Je vous laisserai découvrir les autres hein, qui permettent d'avoir le même type de rapport, mais au niveau du CLI, comme ce que l'on a pu voir ici au niveau de notre interface. Là, vous avais promis de vous montrer un vrai exemple, parce que c'est vrai que là, mon cas est assez simplifié. Donc, on identifie assez rapidement le problème. Mais nous, alors là c'est dans l'activité chez Rich, et c'est Martin qui vous avez présenté ça notamment lors du précédent meet-up, on utilise parfois AWS Lambda pour faire tourner notre code. AWS Lambda, donc c'est du Function as a Service chez AWS, et il faut savoir qu'on on s'exécute dans des environnements contraints, c'est-à-dire on est contraint par la quantité de mémoire que l'on a, et on est contraint aussi par la quantité de CPU que l'on a à notre disposition. Et on est aussi contraint par la durée d'exécution. Donc il faut faire très attention en fait, à notre code. Et nous, on s'est retrouvé dans un cas, parce qu'on a un de nos projets qui tourne dans cet environnement, qui la plupart du temps tourne très très bien. Mais en fait, c'est un projet qui doit générer des rapports par rapport à des campagnes d'influence marketing. Donc en fait, son exécution est complètement dépendante des données qu'il va avoir en face. On peut avoir des campagnes avec 10 influenceurs, des campagnes avec 300 influenceurs. Ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, parfois, on avait des erreurs au niveau d'AWS Lambda qui nous disaient, non, là,
fin d'exécution au bout de soit de 5 minutes parce qu'on a dépassé la durée, soit parce qu'il n'y a plus assez de mémoire. Et donc difficile d'aller profiler, parce que dans ces environnements-là, on a beaucoup d'outils de monitoring. Par contre, quand on veut aller un peu plus dans le détail, ça devient plus compliqué. Donc là, une fois qu'on a réussi à identifier avec les logs la campagne qui posait problème, on allait exécuter ça localement. Parce qu'il n'y a pas de raison que ça se comporte différemment, sauf que localement, on aura un peu plus de mémoire et donc on pourra voir exactement le niveau de consommation. Et donc, c'est ce que je vais vous montrer avec ces deux rapports. Donc, pareil, on voit là que pour le coup, ça paraît assez simple, mais c'est parce qu'en fait, l'exécution a duré plusieurs minutes. On voit que c'est au niveau cette fois-ci, parce que c'est un programme, en fait, une fonction qui à la fin va écrire une structure objet sous forme d'un très très gros fichier JSON pour du processing futur. Et on voit que c'est effectivement à ce niveau-là, au niveau de file, de payload builder, et où on a un file write, payload, serialize, qui a un problème. Là, on voit le problème, 500 mégaoctets d'allocation mémoire. Sachant qu'on était à 512 sur les tailles de lambda qu'on avait, donc vu qu'il y en a aussi, il faut laisser un petit peu pour le système, bon voilà, ça claquait. Et là, pour découvrir ça aussi, c'est très intéressant, parce qu'on peut se dire, tiens, il y a peut-être une dérive mémoire au bout d'un moment. Et en fait, non, c'était vraiment le problème de sérialisation JSON, parce qu'on voit que pendant toute la durée de l'exécution, tout se passe bien, petite montée en mémoire, mais normale, et puis c'est d'un seul coup à la fin, lorsque l'on veut persister notre résultat, qu'on a eu le problème. Pour info derrière, les objets, c'est du PyDentic qu'on utilisait. J'ai essayé de chercher à voir si on pouvait utiliser son propre serializer, convertisseur JSON. C'est pas possible, malheureusement, donc on a dû trouver une autre façon de procéder pour générer des JSON moins volumineux. Mais voilà un exemple de la vie réelle. Et comment ça nous a aidé en fait à solutionner le problème. Et là, on a la partie, donc allocation mémoire, où on peut voir aussi exactement, vous voyez, pas de secret, c'était dans PyDentic qui avait le problème. On a vu le profiling CPU, le profiling mémoire. En fait, c'est deux outils séparés. Mais ça serait quand même bien s'il y en avait un qui nous permettait de tout faire à la fois. Et cet outil, il existe. Il s'appelle Scalene. Ou Scaline, on va dire Scalene. Et qui permet donc, alors, c'est eux qui le disent, high performance, high precision, mais qui permet de faire à la fois du profiling CPU, GPU aussi si vous avez du GPU, et mémoire. Donc ça c'est intéressant parce que si on a les deux problématiques qui sont combinées à la fois, on ne sait pas trop en fait où chercher, et Scalene peut être plutôt pas mal. Je vais d'abord vous montrer l'exemple de profiling CPU, toujours avec l'exemple qu'on a utilisé tout à l'heure, de recherche de mots-clés via une partie expression régulière. Alors là, la ligne de commande est un peu plus détaillée. On voit d'ailleurs ici, ligne 8, j'ai indiqué d'aller exclure certains fichiers justement, parce que ce n'est pas ceux-là qui m'intéressaient. Et puis on va aller générer un rapport qui se trouve ici. Sans plus attendre, on va donc aller exécuter notre script, toujours au travers d'un module qui s'appelle Scalene. Et ensuite, il y a un viewer qui nous est fourni et on va aller chercher. Donc là, c'est sur Scalene. Hop. Et ici, on a cette jolie interface. Alors, tout est compacté par défaut, mais en fait, j'ai l'intégralité de mon code ici. Si je veux revoir un peu plus en contexte, je vais zoomer, un peu plus en contexte où se trouve la problématique, mais généralement, en vue compactée, de suite, on peut voir que voilà, au niveau temps d'exécution, 98% du temps est passé sur cette ligne. Donc voilà, rapport plutôt sympa. Donc là, pas de problème au niveau mémoire. Donc il n'y a pas de petite alerte ici, petite bombe. Alors, ce qu'il faut savoir, pardon, je reviens là où j'en étais. Donc voilà, je vous ai indiqué ici la fonction qui pose problème.
Ah non, ce qu'il faut savoir, on va le savoir un petit peu plus tard. On va d'abord voir la partie mémoire maintenant, profiling mémoire. Bon, là, c'est exactement la même chose, hein, toujours la même ligne de commande, sauf que là, c'est mon programme perf memory que j'exécute. Donc, on va aller générer notre rapport. Voilà. On va aller rechercher directement donc pof, la partie perf memory. Donc là, on voit qu'on a un rapport qui est un petit peu différent. Alors, je le reconnais, c'est un outil par rapport aux autres, ça prend un petit peu plus de temps à se familiariser avec pour comprendre un peu où se situent les informations. Néanmoins, en fait, il y a tout ce qu'il faut. Il y a par exemple une memory timeline qui permet d'indiquer à partir de quel moment il y a eu la plus grosse allocation. Un rapport ici d'exécution. On voit qu'au total, là, il y a 10 mégas qui ont été alloués. Si on se souvient, hein, c'était l'allocation la plus importante. Et on voit les différents endroits où potentiellement il y a des problèmes. Alors ici, il s'agit de problèmes de temps d'exécution, donc ce n'est pas ce qui nous intéresse. Souvenez-vous, hein, Scaled nous donne un rapport consommation mémoire et CPU en même temps. Donc là, moi, j'ai décidé de me focaliser beaucoup plus sur la partie mémoire, qui est ici. Et on voit que c'est dans ma méthode factory, qui est celle qui construit en fait les objets que je vais par la suite matérialiser et sauver, qui a le problème. On va d'ailleurs aller... Voilà, c'est cette fonction-là, ce fichier-là, voilà, qui va aller me créer un item qui contient un identifiant, un label, un ordre, enfin un numéro et une date. Et on voit que c'est dans cette fonction GenLabel que je vois ici qu'il y a le plus d'allocation mémoire. Normal, hein, je me suis arrangé pour qu'elle ne soit pas super optimisée. Hein. Je prends des lettres, je les concatène et pour faire une chaîne de caractères, une chaîne de 500 caractères à chaque fois. Donc il m'a identifié de suite que c'est vraiment à ce niveau-là qu'il y a un problème mémoire, même si individuellement, en fait, ça serait passé inaperçu. Le fait de le répéter et de l'exécuter plusieurs fois, il a bien vu que c'était là. Donc c'est quand même très pratique à ce niveau-là. Et puis bien entendu, il y a d'autres endroits où il a pu identifier des choses, mais voilà, tout est fait pour attirer notre attention d'abord sur la partie qui nous intéresse. Bon, voilà, à chaque fois, vous avez le rapport ici. Alors, ils n'ont pu s'empêcher de surfer sur la vague de l'IA. Ça va, ça fait 40 minutes que je parle et je n'ai pas encore prononcé le terme, donc on a le droit maintenant. Et en fait, il y a une petite interface ici, AI Optimization, où on peut aller soit rentrer une clé, soit s'appuyer sur un modèle en local. Alors moi, comme vous en avez bien conscience que c'est du code ultra sécurisé que seuls des esprits d'une intelligence supérieure ont pu développer, je ne tenais pas à le partager et à l'envoyer sur les serveurs de l'IA, donc j'ai installé localement mon petit LLM avec le projet Oliama. Là, j'ai voulu vraiment m'amuser par rapport à ce meet-up. Je vous ai mis le Docker Compose qui vous permettra de faire ça. Disclaimer, il faut un peu de mémoire quand même, et c'est pas très rapide. Mais j'ai voulu aller jusqu'au bout de la démonstration. Là, je ne vais pas vous le faire en live, mais voilà, je vous ai pris des captures d'écran. Donc j'ai indiqué le modèle local. Donc localhost, c'est le port communément utilisé pour les LLM en local. Et il recommande d'utiliser un modèle qui s'appelle 7B Python. Alors j'ai pris 7B Python et pas l'autre, je crois que c'est 15B Python, ou je ne sais plus, parce que 15B, ça ne tenait pas sur ma machine. Donc je suis resté avec celui-là. Et puis je lui demande de me proposer des optimisations d'exécution CPU. Donc la fameuse recherche avec des expressions régulières. Je me suis dit, tiens, finalement... l'IA va peut-être m'aider, parce qu'on dit que l'IA va remplacer tous les développeurs. Donc l'optimisation qui m'est proposée est la suivante. Il s'est dit, tiens, il y a une itération pour aller itérer sur toutes les phrases que je souhaite évaluer. Ah, il faudrait vectoriser cette partie avec NumPy, ça ira beaucoup plus vite. Alors, je vous laisserai vous faire votre propre opinion sur le code qui m'a été proposé. Bon.
Je vous ai d'ailleurs mis, il n'y a pas de secret, hein, je vous ai mis les prompts que j'ai interceptés. Voilà, c'est... allez, on est là pour s'amuser. Bon, voilà, optimize the following Python code, blablabla, bla, 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 en indiquant des choses, bon, en orientant notamment avec voilà, des librairies, des choses comme ça. Bon, vous pouvez regarder ça à tête reposée si vous voulez vous amuser. C'est ce qu'on va voir. Est-ce que ça marche? Donc, on va réexécuter pour la forme, cette fois-ci avec la petite instruction time, dont je vais vous reparler tout à l'heure, avec 10 000 exécutions. Bon, on voit, 6 secondes, hein, c'est à peu près ce qu'on avait à chaque fois. Je me suis permis de améliorer un petit peu le code qui était proposé, c'est-à-dire les hash types, ce genre de choses, il n'y en avait pas vraiment besoin. Et puis je me suis dit, tiens, bon, en enlevant des choses et des castes, ça ira d'autant plus rapidement. Donc hop, on a juste un np vectorize sur les sentences, enfin sur les phrases. Allez, on exécute. Ah, je ne l'ai pas précisé, mais à chaque fois, vous avez peut-être remarqué que j'ai un petit, sur l'interpréteur Python, -b, qui est pour Python don't write bytecode. Comme je veux que mes mesures soient répétables, volontairement, je demande à l'interpréteur Python de ne pas générer les fichiers PyCache. Allez, on exécute, puis on se dit que je vais pouvoir partir en week-end. Ah mince, c'est mal barré. Bah, on avait combien avant? 613. Bon, 6, hein, on n'est pas à quelques dixièmes de seconde près. Bah, en fait, ça n'apporte rien du tout. Alors, c'est la même méthode, j'ai rajouté un petit argument AI, puisque c'est l'implémentation de cette fonction-là qui est appelée. On va voir un petit peu plus tard, dans notre étude de cas, que la solution ne se situe pas à ce niveau-là. Mais avant, on va parler benchmarking. C'est vrai que pour l'instant, on a profilé. Donc, profiler, c'est généralement lorsque on nous alerte « Ah, ça ne tourne pas assez vite, il faudra regarder. Ah, d'accord, bah, je vais regarder. » Enfin, ce qui serait bien quand même, c'est de pouvoir prévenir les problèmes, plutôt que d'avoir à les subir. Et donc, bah, c'est ce qu'on appelle du benchmarking, c'est-à-dire on prend des mesures de la façon la plus exacte, précise, ce qui va nous permettre derrière de pouvoir comparer ces mesures. Là, encore une fois, l'écosystème Python est vraiment un monde formidable. Il y a un module pour ça. Il y en a même certainement plusieurs. Moi, j'en ai identifié un qui s'appelle PyTest Benchmark, qui est très sympa, parce que PyTest, je pense qu'à peu près tout le monde dans cette salle l'utilise. Et en fait, c'est un plugin de PyTest. Donc, en gros, on réutilise notre couche de test unitaire, et avec ce plugin, on va pouvoir effectuer du benchmark. Alors, juste pour vous présenter le code exemple, j'ai une fonction que j'ai appelée runOnStable et que j'ai rendu volontairement instable au niveau de son temps d'exécution. Son temps d'exécution, je l'ai conditionné par rapport à une valeur qu'il va aller rechercher dans une variable d'environnement. Donc s'il n'y a pas de valeur, bah, il prend une valeur par défaut. Sinon, il va aller récupérer cette valeur-là et il va faire un slip dessus. Ça, c'est voilà, un petit hack que j'ai trouvé pour simuler le fait que bah, je vais avoir une dérive dans mon code après un commit hasardeux. Voilà, il y a une régression en termes de performance. Donc c'est vraiment pour un but de simulation. Et puis, j'ai donc ma suite de tests. Ce que nous apporte PyTest Benchmark, c'est une fixture supplémentaire qui s'appelle benchmark, ce qui fait que si je positionne un argument dans ma fonction de test qui s'appelle benchmark, ben en fait, je vais pouvoir l'utiliser comme une fonction au travers de laquelle je vais appeler ma vraie fonction de test et avec derrière tous les arguments que je souhaite passer. Donc là, j'ai deux tests, un qui s'appelle runStable, où je lui passe une durée d'exécution constante, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais de dérive dans le temps, et par contre une autre où je lui passe 0, et quand je lui passe 0, on va aller rechercher la valeur qui se trouve dans la variable d'environnement. Donc là, je vais pouvoir faire varier l'exécution de ce second test. Et puis, bah, vous voyez, hein, rien n'empêche d'utiliser toujours des tests classiques. Hein. Si je ne passe pas la fixtures, bah, voilà, c'est du test normal. Donc l'intégration au niveau de notre suite de tests est vraiment sympa. Je vais donc exécuter mon test. Et donc, j'ai un superbe rapport où on voit mes deux fonctions avec plein de statistiques. Alors, si vous aimez les déviations standards, les intervalles interquartiles, ce genre de choses, vous allez vous éclater. Ce qu'on peut utiliser généralement, c'est le temps d'exécution médian.
Voilà, on voit à peu près ce que ça donne. Bon, là, c'est sympa, j'ai déjà une mesure que j'ai pu prendre. Je peux aussi générer un histogramme, c'est ce que je lui avais demandé d'ailleurs ici, un benchmark histogramme, donc ce qui fait qu'il me génère un SVG. Ça, c'est plus aussi si par exemple j'ai plusieurs fonctions de test. Là, j'en ai que 2, donc ce n'est pas forcément très intéressant, mais imaginons que j'ai une dizaine ou une vingtaine de fonctions et que je souhaite voir là où est-ce qu'il y a une dérive. Et ben, j'ai ce qu'on appelle ici des boxplots, ou en français des boîtes à moustaches, qui permettent de voir en fait les temps d'exécution médians et jusqu'où ça peut aller dans un sens ou dans l'autre. Donc intéressant aussi si vous avez la fibre statistique. Waluk. Pour afficher les distributions, là, il y a besoin de plusieurs valeurs. Du coup, c'est PyTest qui est lancé plusieurs fois. Ouais, c'est lui qui est, c'est la fixtures en fait benchmark qui va exécuter plusieurs fois le code. Ok. Pour, en fait, par exemple, typiquement, quand on n'a pas ce type d'outil, on se dit tiens, je vais par exemple effectuer 5 exécutions. J'ignore la première, j'ignore la dernière, ou j'ignore la plus faible et la plus haute, et puis je fais une moyenne ou une médiane entre ces exécutions. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus dans les tests avoir des fonctions qui prennent trop de temps déjà à l'exécution individuelle, parce que comme elles vont être exécutées plusieurs fois, pour pouvoir produire ce type de statistiques, voilà, ça peut allonger la durée des tests. C'est que celles qui ont benchmark en fixture qui sont répétées oui, comme parce ça. Parce qu'on a le benchmark en fixtures, et benchmark, en fait, c'est un callable qui accepte un autre callable avec les arguments. Assez malin comme façon de procéder, je dois l'avouer. Donc ce qui nous intéresse, quelque part, c'est pas de benchmarker une fois, c'est de benchmarker systématiquement et surtout de comparer par rapport à une référence. Donc ici, j'ai modifié un petit peu mes arguments de PyTest. Là, je lui indique que je vais effectuer un benchmark compare avec la première session de benchmark que j'ai précédemment enregistrée, qui est la 0001. Je lui demande en plus quelques petits arguments supplémentaires pour aller organiser mon rapport, parce que du coup, maintenant, je vais me retrouver à comparer plusieurs fonctions entre elles. Et donc, on voit à chaque fois, pour chaque fonction, on a la référence, et puis ce qui se passe maintenant. Et puis, il met en rouge quand c'est un peu plus lent, ou en vert quand c'est plus rapide. On voit que là, la variation, elle est vraiment très très faible, donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Et maintenant qu'on a cet outil-là, ce qui serait bien, c'est que ça fasse échouer nos tests unitaires si jamais on a un commit qui dégrade sensiblement les performances. Là, ce serait génial, parce qu'on met ça au niveau de notre CI, et puis derrière, le code, il ne part même pas en production si jamais il est trop lent. Ça évite d'avoir ensuite des mauvaises surprises, une mauvaise expérience utilisateur si ça se retrouve en ligne. Donc, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais modifier ma variable d'environnement, qui jusqu'à maintenant n'était pas définie. Je vais lui mettre une durée un petit peu plus longue. Et là, je lui indique toujours les mêmes arguments, benchmark compare, donc ça c'est plus de la cosmétique pour aller trier mes fonctions, et surtout je lui indique ligne 9, échoue si jamais le temps d'exécution médian d'une de mes fonctions dépasse 20% par rapport à ma référence. Ça pourrait être 50%, ça c'est à nous de le définir après, ce qui est acceptable ou pas. Et donc je réexécute mes tests, et là vous allez voir que là, mes tests échouent. Alors, j'ai un rapport au début, ce qui va me permettre ensuite d'analyser le détail. Surtout, là, on voit au niveau de ma fonction unstable, la référence 1 seconde 5, plus de 10 secondes par rapport à la nouvelle exécution. Voilà, c'est normal, j'ai divisé par 10, j'ai multiplié par 10 le temps d'attente. Et surtout, mon test échoue. Donc, si on conditionne la mise en production au succès des tests, ça ne va pas passer. Ça ne passera même pas le stade du poste du développeur normalement. Donc ça, c'est plutôt appréciable. Après, on a le détail. Donc on voit ici, j'y suis allé vraiment très fort au niveau du temps. Donc je vais vraiment assez loin. Donc on a la call stack, etc. Et puis à la fin, toute une série de petits messages dont je vous ai mis le résumé ici, ce qui permet d'avoir le test qui a échoué et la raison pour laquelle il a échoué. Donc du coup, on va se retrousser les manches. On va essayer de solutionner le problème. Bon, là, en l'occurrence, il suffit juste de remettre la variable d'environnement à nul. On réexécute nos tests. Donc là, c'est la 3e session. Et cette fois-ci, miracle,
je suis revenu aux conditions d'exécution initiale. On va pouvoir célébrer ça tous ensemble. Donc, PyTest Benchmark, très pratique pour vraiment aller blinder, si je puis dire, le code que l'on va réaliser. Là, bien évidemment, on est sur du benchmark par rapport à du temps d'exécution. Je n'ai pas trouvé de module similaire pour la dérive mémoire. Peut-être un peu plus délicat aussi à faire dans le cadre de tests unitaires. Si jamais vous avez connaissance de tel module, eh ben vous mettez ça sur le Slack. Ça fait déjà un petit moment que je parle, et rassurez-vous, je ne vais pas vous parler d'un autre module. J'aurais bien aimé, mais alors là, il aurait fallu que je m'investisse beaucoup plus. Mais j'ai découvert en fait un projet qui s'appelle Airspeed Velocity. Je trouve que rien que le nom claque. Qui est aussi un outil de benchmarking, alors là, qui a l'air d'être super élaboré, mais qui nécessite aussi beaucoup d'investissement c'est ce qui m'a semblé, hein, avant de pouvoir en faire ne serait-ce qu'une démonstration ou l'intégrer. Là où on a vu qu'avec PyTest Benchmark, en quelques minutes, on sait le mettre en place. Donc, appel à candidat, si quelqu'un... ou alors je reviendrai ici un jour, qui sait. Voilà, on a couvert la partie benchmark. Maintenant, on n'a toujours pas solutionné notre problème de performance CPU, ce qui va être l'objet de notre étude de cas. Donc, si vous vous souvenez, hein, on a notre script perf-CPU qui a une liste de mots, qui va les charger depuis un petit fichier texte. Il va aller créer une expression régulière de tous ces mots, et puis il va aller rechercher dans un fichier qui contient plein de phrases, plus ou moins longues, si un de ces mots est présent. Et en fonction de la présence, on pourra déterminer, là ici ce sont des mots qui sont liés plutôt au monde du développement logiciel, eh bien ça c'est une phrase qui parle de développement logiciel. Si vous vous souvenez, hein, là c'est avec PyInstrument qu'on avait eu cette restitution, on a déjà identifié que c'est au niveau de notre expression régulière qu'il y a un problème. Donc ce n'est pas la vectorisation avec npvectorize qu'on a pu solutionner ce problème. Et en soi, c'est peut-être pas très grave, mais le problème, c'est que si on doit déployer cette fonction ou ce script pour l'exécuter non pas 1000 fois, mais 1 million de fois, là, ça va être très problématique. C'est typiquement la problématique qu'on a eue chez Rich, alors là que j'ai extrêmement simplifié, mais qui faisait qu'on avait calculé, je crois à l'époque, qu'il faudrait 40 jours sur des super serveurs pour gérer ça. Parce qu'il y avait des millions et des millions de phrases à aller analyser. Du coup, le passage à l'échelle, pas possible. Donc il faut essayer d'améliorer la problématique. Alors le suspect, on le connaît déjà, hein, c'est l'expression régulière. Là, je vais faire un pas de côté au niveau de l'exemple, parce que cet exemple, ce cas-là, je pense qu'il est beaucoup plus représentatif de la problématique. Imaginons que dans notre liste de mots, on est en fait, comme ce qu'on a dans un langage de programmation, hein, quelque part. On ait ces mots-là et les identifier. Plot, plot 3D, plot 3 matrix, etc. Vous voyez qu'à chaque fois, ça commence par plot. Ça doit être un langage lié à de la conception graphique. Et du coup, nous, tout bêtement, ce qu'on a fait, regex, hein, c'est simple, hein, on met les mots, on sépare par un pipe. Éventuellement, on a une boundary de chaque côté. Et puis voilà. Et puis, ça nous génère ce type d'évaluation-là. Je vous ai mis le lien du petit outil qui permet de générer ces jolis graphiques, qui permettent aussi de débugger les expressions régulières. Ce qui fait que si, par exemple, je recherche le terme plot labels avec un S, je vais d'abord aller chercher plot. Ah, non, c'est pas plot. Je reviens au début. Plot. Ah non, 3D, c'est pas ça non plus. Plot, et puis je vois que c'est 3. Ah, c'est toujours pas ça. Je vais le faire 5 fois. Ensuite, je vais arriver à plot label. Ah, j'y suis peut-être. Et puis, non, il manque le S à la fin. Je reviens au début. Et finalement, je vais trouver plot labels. Et c'est là, en fait, qu'on perd tout notre temps. C'est qu'on fait du travail pour rien à faire du forward et du backward. Et ça, c'est un problème qui est connu au niveau des expressions régulières. C'est ce qu'on appelle, alors en français, en anglais, c'est l'alternation effect. C'est-à-dire l'alternation, c'est le fait que quand on met des pipes, tu fais ça, ou tu fais ça, ou tu fais ça. C'est un peu comme avoir 10 chemins possibles. Et à chaque fois, on essaie, on tombe sur une impasse. On doit revenir au début du chemin pour aller prendre la rue suivante, et ainsi de suite. On perd énormément de temps. Ouais,
C'est le backtracking aussi qui prend énormément de temps, tout à fait. Et donc la solution à ça, eh ben, il y a une structure de données qui va nous permettre de résoudre la problématique. C'est ce qu'on appelle les tries. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, ou les prefix trees, qui est une version simplifiée, enfin une autre version de ça. Et là, je vous ai fait un super petit schéma. Enfin, je pense. Qu'est-ce que c'est qu'un trie? Eh ben, en fait, c'est un arbre ordonné où chaque nœud en fait, a comme parent son préfixe. Et donc, ce qui fait qu'un nœud parent va pouvoir avoir plusieurs descendants en commun. Je ne sais pas si je l'explique très bien, mais visuellement, normalement, ça doit se comprendre beaucoup plus facilement. Si on reprend notre liste de mots, on voit que j'ai d'abord plot, qui est la racine commune. Ensuite, je vais avoir un nœud pour aller vers 3, et puis avec 3D ou matrix. Et puis, j'ai aussi ici un petit X, parce que je peux avoir le terme plot tout seul. Ce qui fait que j'ai soit plot 3D ou plot 3 matrix. Pareil pour plot division, plot join. Et là, ça devient encore plus intéressant et efficace. C'est que là, j'ai plot L, ensuite le A, Bell avec un S, ou Yacht pour plot layout ou plot legends. Et donc, à partir d'une structure de ce type, eh ben, on va pouvoir générer des expressions régulières beaucoup plus optimisées. Et donc, alors, je vous laisserai regarder à tête reposée le code source qu'on a généré. Ça se code assez facilement, je vous ai donné d'autres exemples. Mais voilà, c'est un fichier qui fait, avec les commentaires, allez, 136 lignes. C'est pas non plus énorme. Et on a une classe donc try dans laquelle on va aller empiler tous les mots de notre vocabulaire. Notre objet try va aller exécuter, organiser en fait en interne sa structure. Et à partir de cette structure, ensuite, il est très simple d'aller générer une expression régulière ultra optimisée avec le minimum d'alternation et donc qui va limiter aussi tous les effets de backtracking. Et voilà l'expression régulière qui va être générée à la place de celle que l'on avait tout à l'heure. Là, je l'ai fait avec une dizaine de mots. Je vous laisse imaginer avec une centaine ou 200 ou 300 mots, ce que ça peut donner. Surtout que généralement, dans quelque langage que ce soit, les mots ont toujours des préfixes en commun. Donc on a quelque chose de très optimisé. Et là d'ailleurs, toujours avec le même outil, on voit du coup comment notre chemin va s'organiser pour aller évaluer tel ou tel mot. Ce qui fait que soit on va trouver très rapidement, soit on va échouer aussi très rapidement. C'est ça qui est important. Et donc voilà, ça sont les deux notions qui ont été tout à l'heure évoquées. On va donc améliorer le fait d'aller avancer dans notre évaluation d'expression régulière. Et le fait d'avoir minimisé l'alternation, donc les pipes, on va limiter le fait d'avoir à revenir en arrière. Donc, si on reprend mon exemple de quelqu'un qui cherche à aller dans différentes rues, en fait, on va limiter le nombre de pas. Et donc, si on limite le nombre de pas, on va plus vite et on s'épuise moins. Je vous ai donné quelques exemples, parce que ça, c'est utilisé à différents endroits. Alors ça, c'est une autre implémentation qui est un projet qui génère directement des expressions régulières aussi. Un super site. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis sur le Slack, honte à moi, que j'ai découvert, qui existe pourtant depuis pas mal de temps, qui s'appelle Algorithm Implemented in Python. Vous avez une palanquée d'algorithmes, et il y a le try, bien entendu, qui est dedans. Je vous invite à aller regarder le contenu de ce site, c'est à y passer des heures et des heures. Et il y a même, là c'est le petit clin d'œil breton, Warp10, qui est alors qui s'appelle Sensix, je crois, mais Warp10, en fait, c'est une technologie de série temporelle. C'est une boîte de Brest. C'est pour ça qu'il faut les citer au Meetup Python Red, et qui récemment, sur un autre Slack sur lequel dont je suis membre, du Big Data Hebdo, avait communiqué sur le fait on sort un nouvel opérateur vraiment dédié à cette problématique-là. Je lui ai posé la question, tiens, ça n'utiliserait pas les tries ou les préfixes trees? Il dit, si, c'est ça. Parce qu'eux-mêmes ont été confrontés à ce type de problématique et donc fournissent un opérateur dédié juste pour aller générer ces petits bouts d'expression régulière. Donc comme quoi, ça a vraiment un impact. Ou j'ai cliqué au mauvais endroit, c'est pas grave, on va laisser tout exécuter, ou je vais l'arrêter. Alors, maintenant, je vous fais du beau blabla, mais est-ce que ça marche vraiment? Parce que peut-être que le temps que je vais gagner avec l'expression régulière, et encore, ça reste à vérifier, je le perds à constituer mon arbre.
Et donc, pour ça, on va d'abord faire un truc de geek. C'est qu'on va regarder combien d'instructions CPU sont utilisées. Pour ça, il y a un outil qui n'a même pas besoin d'installer parce qu'il est sur tout système Linux qui s'appelle PerfTool, qui permet justement d'aller monitorer et collecter tous les événements de type instruction, etc. Dans l'exécution d'un programme. Et donc là, je vais exécuter donc, sur ma méthode actuelle. Donc là, j'ai rajouté un argument supplémentaire qui est utilisé par défaut, qui veut dire, tiens, là, tu veux utiliser la méthode regex. Et donc, c'est perfstat, et puis là, je lui indique ce qui m'intéresse comme métrique. Et donc, on voit que là, il y a 2 milliards et quelques d'instructions à CPU qui ont été utilisées. Et maintenant, on va le faire avec, cette fois-ci, la solution à base de try. Et là, on voit qu'on est à 2 703 000, à peu près la même chose. Du bon mince, on n'a rien gagné. Ouais, mais on est sur une exécution unique. Ce qui compte, c'est le passage à l'échelle. Il ne faut pas oublier qu'on perd un petit peu de temps, notamment pour l'initialisation de notre structure try. Là où autrement, pour créer notre expression régulière, on fait juste de la concaténation, donc c'est rapide. Donc cette fois-ci, on va exécuter 1000 fois notre premier script. Donc le script à base d'expression régulière. On voit là qu'on a 10 milliards d'instructions. Ça a augmenté de façon linéaire, pas de surprise. Faisons la même chose avec... Déjà, on voit que c'est beaucoup plus rapide. Et là, on voit qu'on n'est pas du tout sur le même nombre d'instructions. On a réduit le nombre d'instructions. Donc, ça veut dire qu'on tient notre solution pour assurer notre passage à l'échelle. Alors, je me suis dit, tiens, on va prendre des mesures en augmentant le nombre d'itérations. Donc, ça, je l'ai déjà fait, il y a un petit script, vous pourrez vous amuser avec. Et là, on voit qu'effectivement, alors désolé, tout ne passe pas sur l'écran, mais en vert, c'est la solution à base de try. Donc là, je suis allé jusqu'à 50 000 itérations. Et on voit que l'augmentation du nombre d'instructions est beaucoup moins radicale qu'avec la méthode regex. Donc ça vient confirmer. Et là, avec vraiment la mesure la plus imparable, c'est-à-dire le nombre d'instructions, qu'effectivement, on est beaucoup plus frugal avec cette méthode. Bon, il y a une petite faiblesse dans mon benchmark. C'est que j'exécute encore une fois le script intégral avec l'interpréteur Python qui doit se charger, les modules que je dois importer. Bon, c'est déjà pas mal, hein, on arrive à quelque chose de sympa. Mais bon, moi, ce que j'aimerais bien évaluer, c'est vraiment mon bout de code. Fort heureusement, il y a un module qui s'appelle Siron, ou Siron, qui va nous permettre de faire ça, qui fonctionne un peu de la même façon que le Line Profiler qu'on a vu un peu plus tôt pour aller profiler les lignes. Alors là, ce n'est pas un décorateur qu'on utilise, c'est un context manager. Donc j'importe une classe collector, je fais un with collector as collector, ma fonction à profiler, et j'affiche ensuite les compteurs une fois que c'est terminé. Donc j'ai rajouté un argument dans mon script perf qui me permet d'aller sur ce bout d'exécution. Et donc là, j'exécute une simple exécution, parce que là, cette fois-ci, j'ai plus besoin d'aller répéter avec de nombreuses itérations pour constater le résultat. Là, je vois le nombre d'instructions, 22 000 avec les expressions régulières. Et là, je vois encore déception, damned, plus important avec le try. Bah ouais, parce que j'ai quand même l'instanciation de la structure. Donc ça compte toujours. Mais encore une fois, ce qui compte, ce n'est pas une seule instruction, c'est le passage à l'échelle. Même mesure, mais avec 1000 itérations. Donc là, on voit que mécaniquement, linéairement, on a augmenté. Et par contre, là, on voit qu'on est resté à 1 700 000, alors qu'on a fait 1 fois 1000. Donc on est sur quelque chose là d'assez intéressant. Donc on sait que maintenant on a la certitude que le passage à l'échelle va bien se passer avec notre fonction. Mais bon, nous ce qu'on veut avoir c'est des métriques du temps, comme ce qu'on faisait tout à l'heure avec du benchmark. Donc on va maintenant aller valider ces hypothèses avec le temps d'exécution, parce que c'est ça quelque part qui nous importe. On en a déjà parlé, mais on va d'abord le faire de la façon simple. Quand on n'a aucun autre outil à notre disposition, la fonction time,
elle fonctionne très bien. Là, vous voyez qu'en plus, je vous ai affiché l'expression régulière qui est générée, donc avec la méthode regex. Là, j'ai 20 000 itérations, j'ai un petit peu plus augmenté. Et hop, ça prend presque 12 secondes. Et donc là, je vais l'exécuter maintenant avec ma nouvelle méthode. Donc vous voyez que là, j'ai l'expression régulière. Alors on se doute que ça, aller à l'écrire à la main. Voilà. Et ben là, on voit qu'en fait, on était à 12 secondes. Allez, on est 3 fois plus rapide. Donc c'est quand même assez intéressant, assez sympa. Là, encore une fois, comme je vous le disais, je suis sur un exemple que j'ai simplifié. Dans le cas auquel on avait eu à faire face, on était sur un facteur 40. Donc voilà, plutôt sympa. Alors là, j'ai utilisé un peu l'outil du pauvre, si je puis dire, le time, mais qui nous rend bien service. Il y a un outil assez sympa, même très sympa, qui s'appelle Hyperfine. Alors là, qui n'est pas du tout lié à l'écosystème Python, d'ailleurs, comme time d'ailleurs non plus, et qui nous permet de nous générer des rapports de benchmark et de nous faire des benchmarks assez sympas. Parce que c'est vrai que, comme on le disait tout à l'heure, hein, généralement on dirait pour être statistiquement assez fiable, je vais exécuter 10 fois mon code, et puis la première fois je ne vais pas le compter parce que c'est du cache warming, et puis après il faut que j'aille collecter les mesures, faire mes statistiques, etc. Bon, on peut perdre beaucoup de temps, on va finir par se faire des scripts. Moi, je sais qu'à une époque, j'ai tous mes scripts en R qui permettaient de faire ça. Mais en fait, cet outil permet de tout faire. J'ai donc Hyperfine, donc c'est une installation hyper simple, hein, vous avez le lien ici. Je lui indique que je veux un warm-up de 1. Voilà, la première exécution, tu vas l'ignorer, mais on peut dire que tiens, tu fais 10 warm-up, par exemple. Mais bon, 1, ça va suffire. Et puis là, pour les besoins de la démonstration, enfin de la session, je me suis limité à 5 exécutions. Et puis ensuite, j'empile les programmes à comparer. Là, j'en compare que 2, mais je pourrais très bien en comparer 10 si je voulais. Bon, sauf que la lecture, elle est un petit peu plus ardue. Là, on va juste comparer l'exécution en regex et en try. Je lance donc Hyperfine, qui va donc commencer par l'exécution regex, 5 exécutions, comme indiqué, run, et qui à la fin nous sort un petit rapport. Donc on a les mesures intermédiaires, et qui nous indique là que sur 1000 exécutions, on est un peu plus de 2 fois plus rapide. Donc outil aussi assez intéressant pour très rapidement mesurer les différences de performance entre deux outils. Pour conclure, je vous ai présenté plein d'outils, plein de modules. Je vous ai fait un petit tableau récapitulatif. Comme ça, si vous voulez faire votre marché, vous n'avez plus qu'à regarder ce tableau. Et puis, en fonction de ce que vous voulez faire, vous allez pouvoir choisir l'outil qui vous correspond. Si vous voulez faire soit du CPU, soit du mémoire, on voit que Scalene ici et Airspeed Velocity permettent d'adresser quand même pas mal de choses. Certains nécessitent de modifier le code, comme Line Profiler ou Siron avec le Context Manager. Bon. Et puis, il y en a un qui se différencie, voilà, c'est le seul à faire ça. PySpy qui permet de faire du process attach, et ça, c'est plutôt intéressant. Il y a un tableau un peu plus détaillé dont je me suis inspiré pour ce tableau-là, qui est sur le site de Scalene, qui va beaucoup plus loin dans le détail en termes de profiling. Et puis sur la partie visualisation, il y a SnakeViz et Speedscope. Si on doit résumer les bonnes pratiques, en fait, c'est faire l'inverse de ce que je vous ai montré dans la présentation, c'est que d'abord faire du benchmark et ensuite optimiser. Parce que pour pouvoir bien optimiser, il faut d'abord bien mesurer, il faut savoir ce qu'on souhaite optimiser. Pour ça, il y a plusieurs méthodes, mais déjà d'utiliser des algorithmes qui sont efficaces. La plupart du temps, il s'agit juste d'aller utiliser les fonctions qui sont fournies par Python, par l'interpréteur, parce qu'elles sont déjà ultra optimisées. Donc ça ne sert à rien d'aller réinventer la roue. Surtout lorsqu'il s'agit d'aller manipuler des collections, ce genre de choses. Après, si ça ne suffit pas, on peut toujours aller sur la partie parallélisation. Mais bon, il y a un moment, si on a de la consommation ressources, la parallélisation fait qu'on va aussi se heurter à un mur. Le but, c'est on peut aussi aller optimiser les opérations input-output, par exemple, avec du caching. Là encore, Python propose des décorateurs qui nous permettent très facilement de faire du cache LRU, donc il ne faut pas hésiter à les utiliser. Dans l'étude de cas que je vous ai montré sur la sérialisation JSON, mais aussi parfois sur la lecture, on a vu que en fait, les
les modules JSON ne sont pas très performants par défaut parce qu'en fait, ils montent tout en mémoire et ils matérialisent tout en mémoire. La plupart du temps, ça marche, mais lorsqu'on a des fichiers JSON très volumineux, ça peut être problématique. Et il y a une librairie qui est très intéressante pour ça, qui s'appelle iJSON, qui permet de faire du chargement de JSON, mais en mode lazy. C'est-à-dire un objet après un autre. Donc ça, bien entendu, c'est utile si on souhaite streamer en fait, le traitement de nos informations. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin à l'instant T d'avoir tout en mémoire. On l'a vu qu'utiliser des structures de données efficaces, ça peut aussi résoudre les problèmes, hein, comme avec la structure de préfixe tree de type try. Il y a une autre solution aussi que je n'ai pas évoquée ici, mais c'est d'accepter, alors ça c'est en fonction du contexte, d'avoir une solution moins précise. Il existe pour ça toute une série de structures de données probabilistes qui permettent en fait de réduire la consommation mémoire, la consommation CPU, pour peu que l'on accepte d'avoir quelque chose de statistiquement incorrect, avec un degré d'imprécision que l'on peut définir. Il y a Bloomfilter qui est très utilisé, qui est utilisé lorsque l'on veut déterminer à 100% qu'un élément ne fait pas partie d'une liste. Et il y a aussi Hyperloglog qui est utilisé pour le comptage distinct, c'est-à-dire calcul de cardinalité. Par exemple, sur Elasticsearch qui fait du calcul d'agrégat, l'agrégat de type cardinalité utilise cet algorithme. Je vous ai mis les liens si ça vous intéresse. Bloomfilter, c'est passionnant. Hyperloglog, c'est un peu plus ardu à comprendre en termes de maths. On se demande à partir de quelle intuition ils ont pu arriver à ce résultat-là, parce que c'est assez fantastique. Mais je vous invite aussi à les regarder de ce côté-là. Rien qu'intellectuellement, c'est assez intéressant. Et puis, il y a une autre solution, c'est l'échantillonnage, tout simplement. C'est-à-dire, je ne peux pas travailler sur l'ensemble de mes données. Je vais travailler que sur 10% de mes données. Alors ça, c'est possible lorsqu'on a une distribution qui est normale, statistiquement normale de nos données, où on sait qu'on va avoir un intervalle de confiance de 2%, 3%. C'est à voir en fonction du cas. Mais il y a beaucoup d'outils aussi, notamment d'aide à la décision, qui, à un niveau très agrégé, fonctionnent comme ça. Et puis, j'ai pas pu m'empêcher de troller un petit peu, mais ça, c'est une pensée qui n'engage que moi. C'est que souvent, la computer science, c'est quand même plus efficace que de demander à l'IA de faire le job. Voilà. Il y a autre chose aussi. Je ne sais plus si on en parlait au tout début ou un petit peu avant, parce que ça faisait partie des news que présentait Luc. C'est que parfois aussi, la solution, elle se trouve dans l'upgrade de l'interpréteur Python. Et notamment, s'agissant des versions 3.11 et 3.12, il y a eu pas mal d'optimisations effectuées au niveau de la partie expression régulière. Ils promènent même parfois du 2 à 3 fois plus rapide pour certaines opérations. Alors encore une fois, ça dépend vraiment du cas qu'on a à gérer. Donc à voir. Disclaimer, je l'ai testé avec notre solution, avec les différents interpréteurs, il n'y a aucun lien. En tout cas pour ce cas-là. Mais dans d'autres cas, ça peut être la solution. Est-ce que par hasard, vous verriez d'autres leviers d'optimisation? Luc? Ah. Dans les exemples que tu as montrés? Non, en plus. Ah, ok. Alors, je vais passer le micro. Oui, il y a une première optimisation qui me vient en tête là. Quand on a des regex, éviter les regex. Par exemple, il y a l'opérateur in en Python pour savoir si une chaîne est dans une autre, qui est beaucoup plus rapide que regex. Alors, et d'ailleurs, dans l'exemple, dans le script que je vous ai fourni, je ne vous l'ai pas montré là, mais j'ai aussi ce test-là, mais qui n'est pas plus rapide. Tout dépend si, par exemple, on doit gérer la casse ou ce genre de choses. Mais effectivement, très bonne suggestion. Le in. Tout à fait. Vu qu'on est sur le test case que tu présentais là, tu peux quand même retirer la partie regex, non? Parce que tu pourrais utiliser le tree que tu construis pour construire les regex, pour lui-même évaluer avec. Oui, c'est ce qui est fait. Donc tu n'utilises plus du tout de regex ou tu construis des regex? Ah si, on utilise quand même une regex. Le but de l'exercice, c'était je ne modifie pas mon code existant, c'est juste la façon dont je génère l'expression régulière pour aller solutionner ma problématique. Effectivement, une autre solution, c'est de se dire, non, en fait, les expressions régulières, même si ça marche très bien, il y a un moment, ça a ses limites. On va utiliser une autre solution.
Mais justement, en fait, parce que l'arbre, enfin le tree que tu génères du coup pour ensuite aller générer des expressions régulières, lui-même tu peux l'utiliser pour faire ça. Et j'avais un petit doute, donc j'ai été checker. En fait, ça c'est un algorithme qui existe qui s'appelle AO-Korasic, qui est, je crois, un des algorithmes les plus efficaces pour faire du string searching. Et c'est juste le tree en fait, sans expression régulière. Non, tout à fait, où on accepte du coup de ne pas bénéficier de toute la puissance des expressions régulières, parce qu'on est dans un cas plus contraint. Et du coup, oui, si on le réimplémente, ça peut être aussi une bonne piste d'optimisation. Ouais. C'est quoi les contraintes en plus? Non, c'est que, par exemple, dans le regex, il y a le support de l'Unicode, ce genre de choses. Si on part du principe, par exemple, qu'on ne traite que de l'ASCII, on peut dire l'Unicode, j'en ai pas besoin. Et donc, on met ça de côté. Il y a une optimisation à laquelle on peut penser aussi, c'est la lib Python pour faire des regex. On a la possibilité de pré-compiler la regex et la grosse erreur qu'on peut faire, c'est la recompiler à chaque fois dans la boucle. Ouais. Donc on peut le faire à l'initialisation au tout début quand on sait que le pattern ne va jamais changer. Donc j'imagine qu'en plus ça doit être dans le bytecode Python dès la base. Sachant que dans l'exemple là qu'on a vu, l'expression régulière est compilée au début. Donc on est vraiment sur l'évaluation. Utiliser plusieurs cœurs. Ouais, donc pas aller sur la partie parallélisation, être en mode divide and conquer, quoi. Changer de langage de programmation. Aussi. Ah oui, mais nous sommes au Meetup Python Rennes. Allez, une dernière. Ouais, utiliser l'intelligence collective, comme ce que tu viens de faire pour savoir s'il n'y avait pas d'autres pistes. Mais exactement, tout à fait. C'est une très bonne réflexion. Mais il y en a une autre. Allez. Pardon. J'ai aucune idée de si ça va être plus efficace. Découper les phrases pour en faire des ensembles et faire des opérations sur les ensembles. Ouais, alors, faudrait voir. Ah, regardez, on tourne autour de la structure de données aussi. Hein. Du coup, juste pour rebondir là-dessus, en fait, les textes que tu prends en input, ils ne passent qu'une seule fois ou bien c'est ils ne passent qu'une seule fois. D'accord, ok, du coup, tokenisation, bof. Alors, ils ne passent qu'une seule fois par itération. Parce que là, quand j'ai fait par exemple un compte 10 000, je répète en fait l'exercice. Mais dans la vraie vie, du coup, il passe que c'est juste pour le. Ouais. Est-ce que tu pourrais juste rescroller un petit peu en haut parce que je suis pas sûr que ça a déjà été écrit ou pas dans ce que tu as déjà listé. Ok. Tu peux JIT compile du Python. Il y a des trucs pour faire ça si je me souviens bien. Ouais, il y a les compilateurs de compiler le code, ouais. Ah ouais, en just in time. Ah, on approche. Changer d'interpréteur. Ah. Il y a aussi réinterroger le besoin et du coup potentiellement simplifier l'algorithme. C'est-à-dire si tu as besoin de trouver qu'une fois le mot dans ton fichier, et ben, tu peux t'arrêter à la première fois, tu n'es pas obligé de continuer. Ouais. Des choses comme D'ailleurs, dans la vraie vie, dans le vrai cas, c'était une des solutions aussi qu'on avait utilisées. Plutôt que d'aller bêtement tout tester, avoir des exits un peu plus rapides. Il y a eu plein d'idées, super. Mais en fait, il y en a une beaucoup plus simple qui a commencé à être évoquée. C'est peut-être d'aller voir du côté d'un interpréteur qui s'appelle PyPy, qui promet d'être super rapide. Alors, PyPy, c'est quoi? C'est une réécriture de l'interpréteur Python qui a un just-in-time compiler, justement, qui a des optimisations aussi à la volée, c'est-à-dire qu'il sait détecter les bouts de code, ce qu'on appelle des hotspots, qui vont être exécutés plusieurs fois de façon répétitive pour aller optimiser cette partie-là, qui a même des implémentations spécialisées de structures de données, c'est-à-dire qu'il a plusieurs implémentations de dictionnaires, de listes, en fonction du type de données qu'on va lui injecter. Donc, les personnes qui ont bossé là-dessus sont vraiment allées très très loin. Est-ce que ça marche maintenant? Alors, j'ai installé l'interpréteur PyPy. Moi, j'ai du coup réinstallé tous les prérequis. Alors, tout est passé, sauf tous ceux qui sont dédiés au profiling, sans surprise, les Scalin, Memray, etc. Parce qu'ils s'appuient sur... on est dans un autre écosystème quelque part. Enfin, pas un écosystème, on est avec un autre interpréteur. Donc, il doit probablement y avoir des outils qui sont propres à PyPy qui vont pouvoir s'installer. Bon, après, je n'ai pas non plus trop creusé. Ça, c'est un petit point de vigilance. Par contre, pour le reste, il y a du NumPy, des choses comme ça, ça tourne sans problème.
Donc, eh ben, on va les tester. Donc, c'est Python qui est l'interpréteur standard qu'on utilise tous, hein, versus PyPy. Ça tombe bien, j'ai mon hyperfine maintenant, donc je peux faire du benchmark super rapidement. Donc là, je vais aller chercher directement l'interpréteur dans l'environnement. Le fait d'aller chercher l'interpréteur dans l'environnement, ça fait qu'il va utiliser tous les modules liés à cet environnement aussi, là. Donc c'est assez pratique. Et on exécute. Donc là, en fait, j'ai rien fait, hein, j'ai juste modifié mon interpréteur. Et alors là, je vois que rien qu'en changeant d'interpréteur, 1,72 fois plus rapide. Là, je me dis, mince, c'est pas possible. Bon, il y en a quand même un petit gain significatif. Donc j'ai répété le même exercice que l'exercice précédent. J'ai un petit script qui va aller augmenter le nombre d'itérations pour comment voir quel est le passage à l'échelle. Et alors là, quelle ne fut pas ma surprise, en rouge, c'est Python, en vert, PyPy qui reste complètement stable. Et là, je me suis dit, je suis trop vieux pour croire au Père Noël. Il y a un truc qui ne va pas. Alors, exactement. Alors déjà, ce qu'on peut constater, c'est que ça va super rapidement. Enfin, tous les mécanismes qui constituent la belle promesse de PyPy, sont honorés. Par exemple, le fait de cacher de la méthode. Ça, c'est quelque chose qu'on doit faire par nous-mêmes en Python. Et ça, c'est natif dans PyPy. C'est-à-dire que toute méthode d'un objet, tant que l'objet n'est pas muté, il va cacher en fait, les paramètres en entrée, donc ce qui fait que derrière, il n'y a plus d'évaluation qui va être faite. C'est pour ça qu'avec le passage à l'échelle, je reste linéaire, parce que comme je lui repasse toujours les mêmes phrases, il mémorise jusqu'à un certain point. Hein. Et donc, c'est pour ça qu'on reste complètement linéaire. Mais on voit quand même ça a bien marché. Donc effectivement, comme ce qu'il a été indiqué, il y a un problème dans mon benchmark. Ce qui nous permet d'attirer notre attention sur cette partie-là, c'est que un benchmark, il faut aussi qu'il soit réaliste. Si je le fais avec un tout petit jeu de données, en fait, je vais avoir des métriques qui ne veulent rien dire. C'est souvent la guerre qui est autour des benchmarks, d'ailleurs, notamment au niveau des bases de données relationnelles. Donc du coup, il faut que j'améliore mon jeu de données en entrée pour éviter justement ces répétitions excessives. Donc c'est ce que j'ai fait et j'ai un fichier qui est déjà prêt où avec le module Faker, j'ai généré 50 000 phrases. Donc du coup, je vais avoir qu'une exécution et j'aurai jamais la même phrase. Donc hop, du coup, il ne pourra rien mettre en cache. Ou ce qu'il va mettre en cache ne va pas lui servir. Et on va réexécuter notre benchmark. Donc c'est regex contre regex, hein, toujours. Donc là, ça prend un petit peu plus de temps parce que j'ai un fichier qui est un peu plus volumineux. On voit quand même qu'on est 3 fois plus rapide. Donc c'est qu'il y a bien quelque chose au niveau de PyPy et que c'est un interpréteur qui peut être considéré lorsqu'on arrive au bout du bout du bout. Dernière chose, je me suis dit... Ah, pardon. Oui, j'ai une petite question, ou une petite remarque aussi, de la même manière que quand on parcourt une hiérarchie d'objets avec des points pour avoir la méthode tout au bout, des choses comme ça, pareil, on peut on peut mettre ça dans une variable, ce qui fait qu'on évite de reparcourir toute la chaîne. Ça fait une optimisation. Ouais, tout à fait, ouais. Vraiment des super idées. Sur le Slack Python, on va ouvrir un canal data structure si vous le voulez bien. Bon, la dernière chose, je me suis dit, est-ce que finalement, je n'ai pas travaillé pour rien depuis le début de ce meet-up? C'est-à-dire, si je comparais ma super optimisation avec l'interpréteur standard, donc à base de try, avec l'implémentation initiale, avec PyPy, lequel va gagner? Suspense. Et là, il y a déjà le texte en dessous, donc pas trop suspense, mais quand même, on ne sait jamais. Un alignement des planètes a pu modifier le résultat. On voit qu'on est similaire. Donc, quelque part, tout le travail qui a été fait à base de data structure, quelque part, à un autre niveau, bien évidemment, parce qu'il n'y a pas d'implémentation de try dans PyPy, ça a permis d'arriver à un niveau d'optimisation qui fait qu'on termine avec les mêmes performances.
Alors maintenant, changer l'interpréteur, ça a quand même un impact. C'est peut-être pas quelque chose qu'on peut faire comme ça. Il y a peut-être des incompatibilités avec certaines librairies, donc à vérifier aussi. Donc à chacun de tirer ses propres conclusions. Est-ce que j'essaie d'optimiser mon code ou alors est-ce que je change juste d'interpréteur et puis bah voilà. Et bah, j'étais beaucoup plus bavard que prévu, mais vous aussi quand même un petit peu, parce qu'il y a eu plein de questions super intéressantes et plein de propositions. En tout cas, voilà pour ce que j'avais à vous dire concernant le benchmarking et le profiling. Et donc, c'en est terminé pour moi. On peut continuer avec les questions et réponses, soit de suite, soit avec les pizzas qui viennent de nous être livrées. On va faire les questions maintenant, parce qu'elles ne sont pas encore là. Ah, elles ne sont pas encore là, donc les questions. Alors, c'est juste pour terminer tes comparaisons. Est-ce que tu as essayé donc, de comparer ta méthode Thrice avec l'interpréteur standard et PyPy? Oui, je l'ai fait. En fait, PyPy fait tellement bien le job que le try, ça ne rajoute rien de plus. Voilà, donc mais non, mais ce que je veux dire, c'est le try avec PyPy. Oui, tout à fait. Pour savoir si vraiment on est arrivé à la fin. Ouais, tout à fait. Je ne l'ai pas indiqué là, parce que je me suis dit, on ne va pas rallonger encore plus la présentation. Mais effectivement, le try avec PyPy ne rajoute rien de plus du coup. Ce qui est frustrant, moi qui adore les structures de données, j'aurais bien aimé qu'il y ait une différence, mais bon. Tu vais vivre avec. À un moment un des outils là qui fait ça sur un process différent. Enfin, ouais, PyPy. PySpy, pardon. Ouais, voilà. Est-ce que tu sais un petit peu comment ça fonctionne ou pas? Parce que j'imagine qu'il faut quand même se hook au niveau de l'interpréteur. Donc il y a un moment. Ouais. Et ensuite, il fait quoi? L'introspection dans le. Comment ça marche? J'imagine, alors là je ne suis pas allé dans le détail de comment ça fonctionne. Tout est documenté, j'imagine, jusqu'à un certain point sur le site GitHub. Mais oui, vu que c'est un profiler qui est quand même dédié au code Python, même en allant s'attacher au process, il est capable de comprendre le bytecode qui a été généré pour savoir exactement où sont les problèmes, quoi. Pour rebondir là-dessus, c'était pas du tout ma question. Ça n'a pas été mentionné dans les différences entre les profilers, mais il y en a qui sont déterministes et d'autres qui sont statistiques. Et PySpy de mémoire est statistique, et du coup il fait juste du sampling, et avec sa connaissance de l'interpréteur Python, il peut demander qu'est-ce qui est en train de s'exécuter, quelle fonction est en train de quel stack il y a actuellement, et du coup faire des déductions. Puisque c'est un interpréteur. Et je voulais te poser une question sur... zut, je l'ai plus noté, je l'ai pas bien noté. Je vais en poser une autre du coup. Est-ce que... je me rappelle plus l'outil, celui que tu utilisais en fonction avec les paramètres après. Ah, donc c'est PyBenchmark qui permet qui propose une fixture qui s'appelle benchmark pour aller appeler notre fonction à tester. Est-ce qu'il y a une version context manager? Parce que c'est quand même chiant d'écrire le paramètre, d'avoir la fonction supplémentaire. Oui, parce qu'on doit doubler le nombre de fonctions. Je n'ai pas regardé. À regarder. Je vous ai laissé un petit peu de travail quand même. Pour répondre à ça, il y a une vidéo de Anthony Wrights-Code qui explique comment utiliser un décorateur en context manager. Ou le contraire, donc à voir. Ça ne répondrait pas à ce cas-là. Ok, d'accord. C'était un autre. J'y ai pensé aussi sur. Il y avait d'autres outils qui utilisaient soit un décorateur, soit un context manager, et oui, on peut les transformer entre les deux. Mais l'outil de benchmark, PyBenchmark, c'était une fonction, et tu mets en premier paramètre ton callable, et ensuite la liste de paramètres que tu lui aurais passé. Et là, du coup, tu n'as pas d'outil pour le transformer. Du coup, à un moment, tu parlais de faire du profiling CPU en production et que les problématiques que ça donne. Est-ce que tu as regardé du côté d'Elastic? Ils ont racheté une startup il y a quelques temps pour faire du continuous profiling, justement, qu'ils ont mis ensuite en open source, qui sont en train de contribuer, je crois, à tout ce qui est Prometheus, qui se base sur eBPF et qui en fait fait cette partie-là, donc fait le profiling niveau noyau
Et ensuite, l'avantage qu'on va avoir avec eBPF, c'est qu'on va pouvoir en fait agréger beaucoup des données directement au niveau du noyau, envoyer un agrégat plutôt que d'envoyer différemment. Donc ça permet de faire un peu la même chose que ce que d'autres font en fait, mais sans avoir besoin de faire du sampling ou des choses comme ça, en réduisant pas mal l'overhead. Et dans leur cas, ce qu'ils citaient, en interne, on a des outils à peu près similaires qui ont à peu près les mêmes overhead. Ils citaient un overhead qui était en dessous de 1% sur des trucs genre classiques, quoi. Après, tu as des cas évidemment un peu particuliers où ça monte au-dessus, mais en général, c'est vrai que nous, on voit à peu près la même chose. Alors, je ne connais pas cet outil, je ne l'ai pas vu passer. Je suis intéressé si tu pouvais mettre le lien sur le Slack. Il n'a pas de nom vraiment tip-top, c'est juste, je crois, Continuous Profiling Agent de Elastic. D'accord. Voilà. C'est un outil qui sait comment fonctionne l'interpréteur Python pour savoir quelle fonction on est en train d'appeler ou ce genre de choses, ou c'est... Ah oui, d'accord. Si tu peux indiquer le lien, je suis très intéressé. Ouais. J'ai retrouvé ma première question. Sur les outils de profiling en prod, Elastic, Sentry, j'oublie les autres marques, mais tous les APM, Application Performance Manager, font ça. Dynatra, c'est celui que je cherchais. Oui, ils ont tous. Donc c'était toujours sur le même outil, PyBenchmark. Pour pouvoir avoir des tests qui échouent, et il faut stocker une référence. Oui. Cette référence et le run suivant doit tourner dans des conditions similaires. Donc sur une machine similaire, c'est pas exactement le monde du cloud et des GitHub Action CI et ses copains. Complètement. Est-ce que vous l'utilisez? Et si vous l'utilisez, comment vous avez résolu ce problème de machine de référence ou environnement stable? Non, on ne l'utilise pas encore en tout cas. Par contre, là, juste pour montrer comment s'organise la structure de PyBenchmark, en fait, quand on lance PyBenchmark, il y a donc un répertoire .benchmarks qui est créé et on voit en fait, en fonction de la distribution, de l'environnement sur lequel on tourne. Alors, il n'ira pas jusqu'à aller au niveau des CPU, mais ça permet déjà, s'il y a des personnes qui sont sur du Windows, sur du macOS, ça sera pas la même chose. Maintenant, oui, effectivement, c'est exactement comme le cas de mon exemple qui était pas assez dense et qui du coup entraînait de la répétition. Il faut s'assurer de la stabilité en fait, de son environnement pour pouvoir faire du benchmark qui soit cohérent quoi, dans le temps. Donc, sur un projet open source, on a fait un truc pas bon pour la planète. En fait, on faisait le benchmark, on tirait la branche main, on le faisait. On tirait la branche du PR, on le faisait, comme ça on était sur la même machine. C'est pas bon pour la planète, mais c'était statistiquement plus représentatif, justement. Mais c'est compliqué, ces histoires de machines derrière. Après, là, on parle quand même de benchmark, de fonction. Donc on reste dans le domaine de la fonction unitaire, enfin du test unitaire, pas de toute une série d'exécutions, quoi. Donc voilà, il y a les limites de l'outil quoi aussi, mais ça permet déjà pour des fonctions très critiques d'aller vérifier ça. Merci beaucoup Michel pour ta présentation, comme toujours très technique et très très bien illustrée. On t'applaudit bien fort, bravo. Et merci à vous.